Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un autre supplément de Warhammer 4ème édition en VO que j'ai reçu par la poste, Sea of Claws, la mer des griffes, consacrée à toute cette zone située au nord de l'Empire, donc ici présente, avec le Norland, le pays des trolls, la Norska et un peu même de Wasteland et de Bretonnie. Avant de parler de tout ça, il y a juste un petit point sur lequel je voudrais revenir. Il y a une semaine, il y a eu la GenCon, qui est donc la grande messe du jeu de rôle aux États-Unis, et Capital Seven était présent, donc l'éditeur irlandais de cette 4ème édition, a parlé de l'avenir de ces gammes, et donc notamment de Warhammer. Le prochain supplément qui sortira sera consacré aux rôdeurs et aux furteurs, donc aux roublards. Il va s'appeler donc Deft Hand Light Feet, donc leste main et pas, enfin, et pas furtif. Qui est donc, c'est l'idée en fait un peu de changer leur fusil d'épaule. Donc les rôdeurs ainsi que les voleurs sont deux classes, donc les méga classes de Warhammer dans lesquelles sont embouties les carrières. Donc je pense que c'est une volonté de la part de Capital 7 d'avancer un petit peu sur ce qui manque, puisqu'on a fait les magiciens, on a fait les guerriers. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un prochain bouquin qui sorte, qui soit à la fois sur les nobles et les bourgmestres, ou les nobles et les intellectuels. Je vois un peu arriver le truc. Donc ça c'est prévu, ça arrive dans un mois, un gros mois. Le prochain bouquin sera sur les nains. Donc ils vont faire un grand bouquin comme la première édition sur les nains. Il y aura aussi dans le même temps un bouquin sur l'Ultan, donc sur les hauts elfes, hein, sur le pays des hauts elfes. Donc comment y aller, comment s'y installer, comment reconquérir des parties perdues. Et il y aura tout un truc sur la haute magie. Donc ça c'est très très cool. La haute magie, ça avait déjà été un peu teasé dans Lustria, où il y avait la magie des Slanes, et il y avait un ou deux sorts hauts elfes. Donc là on va voir ce qu'on va voir. Ensuite, l'idée c'est de refaire Marienbourg. Donc il va y avoir à nouveau un supplément sur Marienbourg comme à la V1 qui va être remis à jour pour la V4. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a un bouquin qui s'appelle, je crois que le nom ça va être Tribes and Tribulations, qui sera consacré aux peaux vertes. Donc ils vont faire un bouquin sur les peaux vertes. Donc là, attendez, on est déjà en 2024. À mon avis, il faut qu'ils prennent leur temps. Donc il y aura beaucoup de choses sur les orques, sur les tribus de gobelins, en voiture, en voilà. Il y a plus qu'une rumeur, une confirmation du PDG de Chemical 7 qui voulait impérativement. Il a dit la question c'est pas si, la question c'est quand. Ce serait sur un supplément qui sera fait sur Nagaros, donc sur les elfes noirs, ce qui est plutôt cool. Et dernier, mais pas des moindres suppléments, il y a la question d'une campagne qui va être faite. La campagne commencera dans l'Empire et après partira de l'Empire. Donc ils sont encore en discussion, c'est pas encore. Mais il y aura une campagne dans tous les cas et ça c'est pour de vrai. Le chaos, il y a une idée de faire des petits PDF, donc ils vont continuer à faire ce qu'ils ont fait un petit peu, c'est-à-dire que c'est découper les infos sur le chaos dans des petits PDF ou des petits bouquins. Par exemple, si vous vous rappelez, dans le compagnon de l'ennemi dans l'ombre, il y avait tout un truc sur la main pourpre et sur les cultistes de Tsench. Et je pense qu'ils veulent continuer à faire quelque chose comme ça parce qu'ils ont peur, et ils l'ont dit durant la conférence, de se confronter directement à un gros bouquin comme dans la deuxième lettre. Donc voilà, c'était un peu la digression que je voulais faire, mais je pense que c'est assez important. Si vous suivez pas forcément tout ce qui se passe, et en plus que Michael Seven n'a pas trop fait de com à part sa conférence, donc voilà, j'estimais que c'était un petit peu intéressant. Donc Sea of Claws, allons-y. Donc on commence, on a une très belle carte qui est absolument à tomber par terre, je trouve, voilà, de toute la région, qui est absolument super cool. Donc vous reconnaissez le Norland, vous reconnaissez la Lorien, non pardon, Lorelorn, pardon, le pays des trolls. Là, vous avez le Wasteland, un petit peu de côté sur la Bretonnie, et bien sûr le Norska. Je crois que de l'autre côté, voilà, quand vous la prenez dans l'autre côté de couverture, vous avez la carte n'est plus muette, et vous pouvez aisément reconnaître tous les points. Donc, on va avoir l'Anguille, on va reconnaître Salzenmoon, on va reconnaître Marienbourg. Il y a tout ce qu'il faut, voilà, avec les petits textes si besoin. Et ça va être important pour le bouquin, parce que tout le bouquin, en tout cas une grande partie, est consacré à tout cela. Donc on a toujours des illustrations qui sont tombées par terre. Ça c'est l'illustrateur, je crois qu'il est suédo-norvégien. Il a beaucoup bossé sur la V7 il a beaucoup bossé sur la V7 de Cthulhu et il fait pas mal d'illustrations, notamment dans la campagne impériale. Très très cool. Donc on le content, je vous passe. Donc on commence directement un peu comme d'hab en fait, une introduction sur l'historique de cet océan. Donc, grosso modo, qu'est-ce que la mer des Griffes? Et ensuite, sur l'historique, donc on a un petit, comme d'hab,
une timeline qui vous explique en fait qui est arrivé, qui s'est installé. Ça va de l'effondrement des Warp Gates sur les pôles Nord et pôle Sud jusqu'à l'élection le fait que le Nordland ait un compte électeur. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une page très agréable. On continue ensuite par un petit attaché sur la Brétonie. Donc on commence vraiment. En fait, le passage est très simple. On part de la Brétonie, on fait tout ça. Tout le bouquin au début suit le changement pour aller de plus en plus au nord dans le descriptif de la mer des Griffes. Donc comme je dis, on commence par la Brétonie, notamment l'Anguille, qui est le principal port. Il y a la côte brétonienne qui est brièvement décrite. On continue avec le Wasteland. Donc le Wasteland, les terres isolées où trône Marienburg. À chaque fois, il y a quelques petits éléments. Donc l'Anguille n'est pas trop décrit, mais on vous parle notamment du grand phare qui est posté au niveau de l'Anguille et qu'est-ce que ça implique au niveau des jets quand vous êtes en bateau. Parce que oui, effectivement, on va reparler des bateaux eux-mêmes un peu plus tard. On arrive sur Marienburg, donc vous attendez pas à un truc de fou, hein, clairement, c'est du teasing, et ça sera, maintenant qu'on sait qu'il y a un bouquin qui sortira en V4 dédié à Marienburg, voilà, on comprend un peu mieux. Donc il y a quand même un descriptif de la cathédrale de Manan, de la confrérie des marins, et on arrive, tiens, on nous parle d'un collège de magie qui est présent, et on a quelques petits sorts. Donc pas grand chose, hein, mais notamment sur les impacts que peut avoir la magie l'océan sur la magie. Donc forcément, si vous faites de la magie de flamme, vous êtes un peu dans la merde. Si vous faites de la magie des cieux, ça peut être plutôt pas mal. Donc bonus-malus, encore une fois, c'est un peu pour saupoudrer le tout, hein, parce que vous n'allez pas forcément faire ça. Ça dépend. Si vos joueurs sont magiciens et que ça les botte, pourquoi pas. Après, c'est encore des règles que vous ajoutez encore et encore. Quelques petits sorts, pas grand chose, notamment pour le vent de la vie et le vent des cieux. Voilà, c'est toujours donc voilà, des sorts à base aquatique pour faire des tornades ou pour trouver le moyen le plus efficace de naviguer sur l'océan avec avec le guide, les étoiles pour seul guide. Ça c'est un peu dommage, mais bon, maintenant je comprends mieux avec ce que je vous ai dit sur le futur de la gamme. C'est qu'on n'a pas grand chose sur les elfes, en fait, on a deux pages. On a une page sur un amiral aux elfes et on a une page sur un pirate de Nagaros. Donc voilà, c'est tout ce qu'on trouve sur les elfes noirs jusqu'ici, je crois, dans la V4. La charge de revanche, espérons. On arrive ensuite sur le gros morceau qui est la côte du Nordland. Alors là, c'est vraiment, encore une fois, hein, comme j'en parlais dans le bouquin sur Thousand Moon, c'est vraiment là où Capital 7 veut mettre le paquet. Donc on a tout un bout qui est piqué sur la marine impériale, hein, qui provient de Shades of Empire, qui était un bouquin de la V2 qui n'est jamais sorti chez nous, qui est l'un des derniers bouquins sortis quand FFG a récupéré la licence. C'était avant qu'ils fassent la V3, ils ont fait 2-3 bouquins, ils ont fait un compendium de carrière, donc un ensemble de listes de carrière, et un bouquin qui s'appelait Shades of Empire, qui décrivait en long, en large et en travers 6 organisations, il me semble, de l'Empire. Donc, il y avait des trucs qui étaient un peu chiants, il y avait des mecs qui suivaient leurs rêves pour affronter des vampires, mais qui n'étaient pas des Moriens. Et ça, par contre, c'était vachement bien. Il y avait tout un truc sur sur la marine impériale. Et donc, on y revient ici, c'est-à-dire qu'on a la seconde flotte impériale qui est établie dans le Nordland. Et donc, on vous explique un petit peu les traditions historiques l'historique de cette marine et qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire. Voilà, vous avez toujours des patrons, des PNJ potentiels qui peuvent être utilisés pour vos joueurs, surtout si ils ont l'idée de piloter un bateau ou de s'engager dans la marine. Ensuite, on va avoir la description de différents bourgs plus ou moins importants. Donc, par exemple, Dieterschaffen, c'est l'endroit où sont construits les navires de la marine impériale dans le Nordland, donc ça marche plutôt bien. Ensuite, on a New-Semskrang, qui est l'inverse, qui était un ancien port qui devait être la nouveauté absolue, où ils ont construit plein de trucs et c'est cassé la gueule, donc il est péri. Et à chaque fois, vous avez bien évidemment des petits hooks, donc les petits crochets d'histoire, pour vous donner des idées si jamais vous voulez travailler sur les bâtiments décrits ou sur les villes en conséquence. On arrive sur Norden, qui est un village aussi plus de gros héritage Norska. Donc les Norska vont un rôle prépondérant dans ce supplément. Donc on commence déjà à préparer la sauce. Des petites cartes plutôt pas mal et pas dégueu. On est la quatrième, quoi qu'on en pense, même si on peut sembler que le système est un peu lourdingue, il y a quand même des putains d'illustrations. En plus, ils ont eu la chance de reprendre les illustrations de la V2 ou du jeu Battle, qui sont plutôt pas dégueulasses. On continue notre voyage dans l'Osland, qui n'est pas aussi connu. En fait, l'Osland, c'est plutôt pour les alpinistes.
Mais il y a l'idée en fait dans ce bouquin de dire qu'il y a un grand baron du Northland, lui de l'Ostland en l'occurrence, qui dit bah, moi je veux redonner sa présence, son prestige naval à cet endroit-là. Et donc c'est un peu bon an mal an tout ce qu'il essaie de faire, tout ce qui marche, tout ce qui marche pas. Donc, on a une description encore de Selkaten qui est un autre endroit pour voilà un autre port d'attache. Il y a beaucoup de ports d'attache, hein, je vous le cache pas. Après il y a toujours des idées un petit peu intéressantes. On va vous dire bah, par exemple tiens il y a un galion il y a un galion tilien qui s'est effondré il y a très longtemps, il faut aller chercher les trésors dedans, ou il y a un dock où tout le monde est en quarantaine parce que c'est les chenilles qui s'en occupent, et il y a une étrange maladie qui se propage. Voilà, il y a vraiment quoi de faire. Donc je vais pas tout voir, mais bon, vous saisissez l'idée, c'est des idées de port d'attache, d'éléments qu'on peut utiliser pour des aventures. Le Troll Country qui est brièvement décrit, parce que extrêmement hostile, comme vous vous en doutez, ça ressemble à ça. Donc c'est pas super sexe, surtout quand vous avez la région s'appelle The Bylands, donc c'est vraiment, on sait que ça va être dégueulasse. On parle principalement, donc on décrit l'habitat des trolls, comment ils vivent, et chose assez rigolote, on parle aussi d'un fight club des guerriers de cornes qui se déroule en fait dans la zone, dans la baie des épées, où tout le monde se fout sur la gueule joyeusement. Et enfin, on arrive aussi, on dit troll, il y a forcément un roi des trolls qui est moche, odieux et dégueulasse, avec toute une description de son histoire, de ses intentions et comment l'utiliser comme Némésis, parce qu'il est extrêmement balèze. Mais si jamais vous l'utilisez comme un grand méchant dans une campagne, Kubik 7 met à disposition tout ce qu'il faut pour faire ça. Ensuite, on arrive sur un truc qui m'a beaucoup fait rigoler, c'est Krakaramska, donc qui est la dernière et seule forteresse dans le Norska des nains. Donc vous avez, c'est les nains marins, en fait, simplement. Donc, chose assez rare que je connaissais pas trop. Après, je suis pas un expert sur le fluff Warhammer, hein, je vais pas vous mentir. Donc, on retrouve comment, bah, c'est toujours un petit peu pareil. Si vous voulez faire un personnage qui vient du Norska et qui est nain, il n'y a pas de souci, c'est ici. Et on vous rappelle un petit peu leur historique, donc c'est toujours sympathique. Je pense que ça sera encore retaclé dans le bouquin sur les nains qui sortira l'année prochaine. Des runes, vaguement, il y a des petites notions sur les runes, mais vous savez que enfin, bon, la magie runique sera pareil, ce sera l'année prochaine. Et on vous parle ensuite bah, vraiment de à quoi ressemble cette forteresse, ce Karak, comment que c'est dirigé par les maîtres de flotte, et j'en passe. Et ensuite on commence à avoir un descriptif des bateaux. Les bateaux, c'est que le début. Il y en a un paquet dans ce bouquin, parce que c'est exactement l'élément pour lequel il a été conçu. Et on finit avec un des capitaines potentiels des grands capitaines nains qui a un design assez fou, une illustration assez belle. Et on a même des runes qui commencent à être exposées ici. Mais là, c'est plutôt forcément tout ce qui est lié à la navigation, donc pas forcément un usage de tous les jours, disons. On arrive ensuite sur la côte Skyling, donc ça c'est un peu compliqué. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs côtes du Norska, plus ou moins hostiles. Skyling, c'est vraiment les pillards un peu dégueulasses et très chaotiques, même si, bon, par définition, les gens du Norska sont plutôt chaotiques. Donc on vous explique, voilà, simili-viking, ces pillards qui se baladent. Ça reprend beaucoup d'éléments de la V2. Après, il y a quelques éléments assez chouettes, les relations notamment entre les Norse et Sartosa. Sartosa c'est un petit peu le truc dommage, je trouve, du bouquin, c'est que Sartosa n'est que brièvement souligné, sachant que bon, on parle de bateau, donc on se dit de pirates, ça pourrait être cool, mais je sais pas, peut-être qu'ils voulaient pas empiéter sur les plates-bandes du compagnon de la V2, je sais pas. Donc les Sky League, on vous explique ensuite voilà, les tribus, comment ils vivent, la place du chaos au nord et leurs différentes habitudes. Et bien sûr, on vous donne, encore une fois, vous en doutez, un descriptif d'un port dont je ne risquerai pas à prononcer le nom tellement ça a l'air compliqué. Il y a beaucoup de choses. On se tape bien évidemment un joyeux petit guerrier pirate du chaos comme il faut, bien sûr marqué. Si vous voulez créer un personnage Norska, il y a tout ce qu'il faut avec les différents, donc les Bjorling, les Sarl, les Skyling. Donc voilà, vous avez des charmantes illustrations. Et bon, si vous voulez vraiment créer un personnage Nord, c'est ici. Après, encore une fois, on est en terrain connu. Hein. Tout ça, ça avait été abordé dans la V2. Pourquoi pas. La côte Bjorling, donc c'est encore du Norska, mais cette fois c'est plus, disons, c'est plus les explorateurs. J'aime beaucoup l'illustration avec les petits Nurglings qui sont sur le poisson. Donc les Bjorling, eux, sont c'est pas trop des pillards, c'est des explorateurs. Ils ont choisi de découper en fait les aspects des Vikings qu'on aimait bien et les aspects des Vikings qu'on n'aimait pas. Pourquoi pas. Donc eux aussi ils vénèrent comme le chaos, mais c'est quand même plus sympa. Et vous avez un descriptif de Skold, donc qui est une grande force, enfin une grande ville dirigée par un roi Bjorling et qu'est-ce que ça implique.
l'utilisation potentiellement de pouvoirs ou de prières auprès des dieux du chaos pour avoir des vents meilleurs sur votre bateau, et ainsi de suite. Ensuite, on arrive au pendant de la, disons plutôt règle, parce que bah oui, il y a toujours des règles, encore et toujours. Après tout, c'est pour ça que vous les achetez. Enfin, c'est ce que pense Cubicle 7 et beaucoup de gens, je pense. Ce n'est pas forcément vrai. Donc on a une nouvelle classe. Je rappelle, les classes, c'est vous avez des carrières dans Warhammer, et chaque carrière dépend d'une classe. Donc vous allez avoir, par exemple, les gens qui vivent sur la route, les nobles, les bourgmestres, les érudits et les guerriers. Donc on a déjà eu un bouquin sur les guerriers, on a déjà eu des bouquins sur les magiciens, qui sont en fait des érudits. Et là, donc l'idée, c'est de créer une nouvelle classe, purement et simplement pour les gens qui sont liés, dont la vie est liée à l'océan, et non pas à la rivière, parce qu'on avait déjà les river folk qui vivaient en fait dans la rivière. Donc comment ça marche? Bah, c'est assez simple en fait. Il vous propose simplement de l'intégrer si vous le souhaitez dans le bouquin, et de swapper éventuellement les river folk avec les seafarers si jamais vous jouez une campagne sur l'océan. Il n'y a pas beaucoup de classes. En gros, il y en a quelques-unes de nouvelles qui sont introduites. Mais voilà, il y a quand même de quoi faire. Donc bien sûr, des nouvelles carrières. Donc on a le beachcomber, celui qui passe littéralement au peigne fin les plages pour récupérer des munitions ou des objets qu'il pourra utiliser sur le bateau. À chaque fois, il y a c'est comme dans le bouquin de base en fait. Il y a une page sur le personnage et une page supplémentaire sur quel est leur boulot, qu'est-ce qu'ils font au fur et à mesure. Notez que j'aime beaucoup cet illustrateur qui a des teintes colorées assez forte et belle, et qui n'est pas aussi rentre-dedans que celui qui faisait, je trouve, les carrières, qui était chouette, du bouquin de base. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce gars-là. Donc on a le beachcomber, on a le shantyman, qui est voilà, celui qui va chanter des chants de marins pour booster le moral de ses équipiers. Le huffer, vous le connaissez déjà, donc il était présent. En fait, c'est la même classe que dans le River Folk, mais cette fois adapté pour la marine marchande. Je rappelle aussi que toutes les classes qui sont présentes, toutes les carrières qui sont présentées ici, disposent, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait de 10 compétences au niveau 1. Ça, c'est un apport qui vient de Up in Arms. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de carrières qui ne sont pas encore affectées de la manière suivante. Donc en fait, toutes les carrières de base qui n'ont pas été revues dans les suppléments après Up in Arms n'ont pas 10 compétences au niveau 1, et je pense que c'est dommage, parce que vous avez toujours besoin de 8 compétences pour passer au niveau 2, mais par contre, là, vous avez le choix. C'est-à-dire que s'il y en a une qui ne vous plaît pas, vous pouvez choisir une autre. Et ça, c'est très cool. Enfin, je trouve ça, c'est vraiment cool, et j'ai hâte qu'ils refassent un bouquin, même un petit PDF, avec toutes les classes mises à jour, enfin toutes les carrières mises à jour avec 10 compétences au niveau. C'est con, mais ça mange pas de pain. Et vous verrez dans les classes de magiciens, par contre, sont beaucoup mieux quand je vous montrerai le bouquin Winds of Magic. Donc un officier, si vous voulez jouer plutôt quelqu'un qui est dans le haut du pont. Il y a un petit passage sur la Bretonnie, j'adore les illustrations d'armoiries, sont vraiment tombées par terre. Le marin, donc qui ne servait à rien potentiellement dans le bouquin de base de Warhammer, on se foutait de sa gueule en disant, moi j'avais un personnage qui était marin à la table, et on disait tu sers à rien en fait. La marine qui est, enfin la marine qui est habillée à Aldorf, c'est juste pour faire la potiche. Et pourtant c'était une super classe, il avait des super compétences, beaucoup de charisme, de bagou et la capacité de se démerder un peu tout le temps avec les différentes, on vous explique les différents pays, comment, enfin royaumes et compagnie, comment ils utilisent leurs marins. Et on arrive forcément, alors ça c'est un peu mon pet peeve, c'est un peu le truc qui me fait grincer des dents dans chacun des... Alors j'adore les prêtres, tout ça, mais donc on a un prêtre marin de Manant. Et ça c'est un peu le truc de roublard de Cubicle 7, c'est que vu que comme le bouquin du chaos, qu'ils veulent pas faire de bouquin style la tome de rédemption. Donc ils veulent pas faire de bouquin sur les prêtres. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dans chaque supplément, quand ils peuvent le caser, la carrière de prêtrise spécifique à chaque prêtre. Parce que ce qu'on vous dit pas, c'est faut vraiment, enfin avec un peu plus de recul maintenant je le vois, c'est que le prêtre qui est mis dans le bouquin de base, c'est un prêtre de Stigmar, donc il est très charismatique, il parle beaucoup, mais il sait pas faire grand chose. Moi dans ma partie, j'ai eu un prêtre qui était prêtre de Tal. Il ne sait pas survivre, il ne sait pas tirer à l'arc, il n'a pas de charme animal. Donc déjà, tu vois, genre, mais ça veut dire que tu joues forcément un prêtre d'un dieu de la nature et il sait rien faire en lien avec la nature. Bah ouais. Donc moi j'avais modifié des trucs un peu pour ça. Bon bref, passons. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces petits malins, ils mettent la carrière et la description des ordres religieux éparpillés dans tous les bouquins de la gamme. Et c'est un peu abusé, je trouve, parce qu'au final, enfin, encore une fois, moi je voudrais un PDF avec toutes ces carrières-là, parce que on se retrouve, hey, tu veux l'Ulric, et il est dans le compagnon du pouvoir de la trône.
Tu veux Ria, et ben elle est dans l'archi numéro 3. Tu veux Manon, il faut que tu achètes le bouquin sur les mains. Tu veux, etc., etc. Et bon, c'est un peu cruel, quoi. C'est-à-dire que si au moins dans le bouquin de magie, tous les trucs de magie sont au même endroit. Les 8 vents, vous les avez au même endroit, et c'est plutôt cool. Donc voilà, là, grosso modo, bon, j'ai fini de râler. Le prêtre de Manon, très clairement, ici, il est pas si différent de ça que du prêtre standard. Il a quelques trucs plutôt mieux. Donc, il sait pagayer, il sait conduire un bateau, ce qui est logique. Puis bon, après, il y a des petites choses. Le ship gunner, donc l'artilleur, hein, plutôt cool, encore une fois. Le raker, donc ça, c'est pas nouveau. C'était les pillards, je crois, il y avait ça dans le bouquin. Mais là, encore une fois, c'est pour les bateaux sur la Grande Côte. Il y a le code sartosan, j'aime bien, le code des pirates de Sartosa. Donc, Sartosa n'est pas oublié. Pas complètement en tout cas. Et on arrive sur le culte de Manon, donc encore une fois, comme je disais, dans chacun des bouquins, éparpillez les cultes avec les carrières, et démerdez-vous si vous voulez avoir accès à toutes les carrières en même moment. Donc voilà, c'est pas extrêmement différent de ce qu'il y avait dans le bouquin de la Rédemption. Il y a quelques petits trucs qui sont mis à jour, notamment forcément les personnalités, pour matcher notamment le canon. Mais sinon, on reste un peu en terrain connu, avec avec de longues pages consacrées au jeu. Après c'est très très bien, mais il faut vraiment avoir quelqu'un, soit vous jouez une carrière dans ces zones-là, soit vous avez un prêtre de Manon, parce que je sais que par exemple mon joueur, il est passé, le mec était marin, il est passé près de Manon, prêtre de Gaël Manon, et puis il a beaucoup aimé lire tout ça, c'est très important. Les miracles, alors moi j'ai souvenir à ma table que le joueur, les miracles de Manon étaient particulièrement bourrins, surtout celui qui vous permet de faire étouffer quelqu'un dans de l'eau, enfin lui remplir les poumons d'eau de mer, mais bon. Donc vous avez encore pas mal de trucs. La majorité, ce qui est marrant, c'est que la majorité je trouve enfin, en tout cas des nouveaux miracles sont très très focalisés sur justement sur le fait d'être sur un bateau. Donc bon, pourquoi pas, mais à voir. Le cul de Stromfelm, plus exotique. Donc Stromfelm, je rappelle, c'est le dieu antagoniste de Manan, qui est le dieu requin, qui cherche en fait à détruire, à piller. Voilà, c'est le dieu des scélérats, des saloperies. Donc très marrant parce qu'il n'y avait pas trop de choses. Et là, on a quand même 2 pages qui expliquent un petit peu comment ça marche, qui va l'adorer, qui sont ses prêtres et ses relations bien entendu dégueulasses avec tout le monde, pour arriver sur la carrière de prêtre de Stromfell. Et là, c'est bourrin. En plus, pour y accéder, il faut que vous ayez déjà eu une carrière prédatrice. Donc il faut être hacker, il faut être pillard, il faut être bandit avant de devenir prêtre de Stromfell. J'adore l'espèce d'illustration, l'espèce de gros bourrin dégueulasse avec son trident. Et ils ont même des petits miracles dégueulasses. Donc, je pense pas que vous aurez des joueurs près de Stromfels, mais c'est assez cool pour faire méchants petits prêtres de Stromfell pour pourrir vos joueurs. Ensuite, on arrive au, bah, je vais pas vous mentir, hein, c'est le chapitre qui m'est tombé des mains pour fabriquer un bateau. Donc, si ça vous éclate, allez-y, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des superbes illustrations, encore une fois, qui sont très très chouettes sur voilà, les long ships, les great ships, qu'est-ce qui peut être utilisé. Très très cool. Hein. Mais clairement, moi, voilà, on va vous expliquer en large, en travers comment fabriquer le bateau, comment upgrader le bateau. Déjà que j'ai pas utilisé enfin, j'ai voulu utiliser les upgrades sur les barges sur le rack, mais ça m'a un peu tombé des mains, j'avoue. Et puis mes joueurs, ils étaient là, genre, bah, on sait pas trop, machin. On va aller plus vite, c'est tout. Donc, voilà, c'est un peu, ça va pas transcender. Si vous voulez l'artillerie piste, si vous voulez mettre des canons et des trucs encore supplémentaires. Il y a tout ce qu'il faut, vraiment. C'est voilà, c'est de la règle et encore de la règle. Et si vous n'avez pas fini, maintenant vous avez eu les règles techniques sur le bateau, vous allez avoir les règles sur la navigation. Donc on vous explique comment ça se passe quand vous avez un petit bateau sur l'océan, les manœuvres que vous pouvez faire, comment noter la progression voilà, lors de votre voyage en navire, sur l'océan. Il y a tout ce qu'il faut, le temps, tant qu'à faire. Et il y a un truc assez rigolo, si je me rappelle, donc le temps, le vent, tout ce qu'il faut. Et il y a même, si je dis pas de conneries, l'humeur de Manan, je crois. C'est-à-dire que si vous avez un prêtre à bord, vous pouvez essayer de contrôler l'humeur de Manan et il sera plutôt content. Donc il y a les règles pour chasser d'autres bateaux. C'est cool. Hein. Après, il y a le boulot là. Hein, je veux dire, c'est vraiment intéressant si ça vous botte. Après, bon, si vous jouez pas trop à ça, et j'en reparlerai un petit peu dans la fin de cette vidéo, mais c'est un bouquin qui est très très, disons, sélectif et qui sera pas utile à tout le monde. Donc voilà, les tempêtes, tout ce qu'il faut, quoi. C'est très marrant. C'est ça, ils sont vraiment fait chier à faire un super bouquin, mais je trouve que c'est tellement spécifique. Je suis pas trop sûr en fait, donc les règles de dégâts.
voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous tirez au fusil ou au pistolet sur un bateau. En général, spoiler, pas grand-chose. La table de critique, parce que que serait Warhammer sans des critiques, bien évidemment. Vous avez tout. Si c'est la coque, si le rigging qui est touché, voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'est absolument génial. Et c'est pas fini. Maintenant, on a le côté social des règles, avec comment diriger donc les différents rôles que vous pouvez avoir. Donc, si vous voulez faire une campagne marine, c'est génial par contre. Vous avez les différents rôles des gens, le capitaine, le quartier maître, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ça c'est super bien, mais bon, encore une fois, c'est beaucoup de règles. Quand faire les jets de morale, quand faire les jets pour contrôler le bateau, les maladies, les provisions, faut pas oublier, et éventuellement des personnes si vous voulez recruter pour vous filer un coup de main. Et bien sûr, encore plus, vous leur demandez des règles de voyage. Surtout, ce qui est intéressant, c'est les distances, je pense, essentiellement, donc pour savoir combien de temps vous mettez pour relier Marienbourg depuis Longwy et vice-versa. Mais ça encore, c'est des règles. Je veux dire, moi, personnellement, je ferais ça à la louche. Après, si vous faites une campagne marine, pourquoi pas. Donc, ce que je disais, une table d'événements globale pour savoir ce qui se passe, et la table des humeurs de Manon, assez drôlatique, où Manon peut être un peu vénère ou vous faire tomber. Il y a justement plein de choses qui peuvent vous expliquer. Il ne faut surtout pas tuer un albatros. Il faut si morse libre et haute, vous êtes dans la merde. Qu'est-ce qui se passe quand vous restez au port? Encore une table. Il y a vraiment à boire et à manger. Et bien évidemment, des règles sur le commerce et des règles sur les endeavors. Donc les endeavors, c'est les temps morts en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui n'est pas con parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps en mer. Des fois, il ne se passe pas grand-chose. Et voilà, si vous voulez faire du commerce, comment gérer des cargos, enfin comment gérer vos cargaisons, il y a tout ce qu'il faut, c'est génial. Et un gazetier, bien évidemment, pour savoir qui dirige quelle ville, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont comme, si vous avez des marchands chez vous, qu'est-ce qu'ils ont comme production, de quoi ils ont besoin, pour faire du bon commerce. Et on arrive sur le bestiaire, qui est peut-être le truc le plus visuel et sexy en général de ces bouquins-là, avec toutes sortes de gros poissons moches et de gros poissons tout court, avec des élémentaires de mer, tant qu'à faire. Très chouette, des caribidis, je sais pas ce que c'est, mais c'est très très moche et très très gros. Des sirènes, tout ce que vous voulez, en veux-tu, en voilà. Et les infâmes hydres d'os, des lichworms, des black leviathan, enfin ils sont bien marrés, je pense, sur les designs. C'est marrant parce que c'est un illustrateur que j'aime pas du tout, pour les personnages. Et je trouve qu'il fait vraiment bien j'aime pas trop ses couleurs, par contre pour les monstres et tout, il est absolument génial. Et le triton, si vous avez vraiment envie de mettre un truc très gros bill pour péter la gueule à vos joueurs et les tuer tous. Je sais pas, vous êtes peut-être un peu comme ça. Après, si vous arrivez à le tuer, vous pouvez récupérer son trident. Ça, c'est plutôt cool. Et enfin, on arrive sur... vous avez eu des monstres, donc maintenant vous avez des PNJ. Donc vous avez le descriptif de différents capitaines, plus ou moins intéressants, plus ou moins antagonistes, plus ou moins positifs, qui peuvent filer un coup de main éventuellement à vos joueurs. Donc on a notamment un corsaire de Sartosa qui cherche à tuer des vampires. On a un capitaine nain à moitié taré, le capitaine Long Drong Slayer, c'est pas Long Drong Silver. Il y a tout ça, et on a un bon vieux guerrier du chaos comme on les aime dans ce cas. Et pour finir, plus rigolo, on a un Skaven marin. Ça, c'était assez unique et très drôle. Et je trouve que c'est plutôt une chouette petite touche pour finir ce bouquin, qui se finit par, évidemment, une fiche de perso pour votre bateau. Voilà, voilà, un petit teasing sur l'essence intégrale de la campagne impériale, parce qu'il ne faudrait pas oublier ça. Donc, qu'est-ce que penser de Sea of Claws? En fait, c'est un peu compliqué pour moi. C'est un bon bouquin. C'est pas un mauvais bouquin, c'est un excellent bouquin, mais qui est extrêmement situationnel, extrêmement spécifique, qui joue dans le teasing de Cubicle 7, à savoir qu'il est sûr, ou il n'est pas. Un des prochains bouquins que je vais recevoir, c'est le Stria, donc la Lustrie. La Lustrie, c'est loin, on y va en bateau. Donc je suppose que Cubicle 7 s'attend à ce que vous utilisiez un peu ce qui est contenu du vos règles là-dedans pour aller gambarger tranquillement en Amérique du Sud, pardon, en Lustrie, et peut-être plus loin encore, je ne sais pas, parce qu'il y a Ultan qui arrive aussi, il y a Nagaros qui arrive. Donc tout ça, ça fait partie, je pense, d'une stratégie éditoriale qui se met bien en place. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais concrètement, moi, je ne peux pas trop vous le conseiller, à moins que soit vous avez des prêts de Manon, soit vous avez vraiment envie de savoir, vous jouez en Orlande, et vous avez une campagne avec un bateau. Sinon, honnêtement, 3/4 des gens, je suis sûr, vont jouer dans l'Empire. Parmi 3/4 de ces gens-là, il y a peut-être 50% des gens qui vont jouer vers Uber Strike pour commencer, ou durant la campagne impériale. Et dans la campagne impériale, vous n'utilisez jamais votre bateau. Donc
vous utilisez la rivière, à mort sur le rack, mais jamais on prend l'océan pour aller. On va même pas dans le Norland en fait. Donc c'est un peu curieux comme bouquin. C'est vraiment j'ai presque dire du bouquin à la donge en fait, très spécifique. Alors après, je suis très content de l'avoir acheté, je suis très content de l'avoir lu. Il est très bien dans ma bibliothèque. Mais à part pour mon joueur, qui était Prêtre Gaël Manan, j'en ai pas trop vu l'utilité personnellement. Après voilà, c'est pour la collectionniste, c'est très chouette et ça reste un supplément de qualité qui offre des éléments de background sur le Norska, le pays des trolls, l'anguille, qui sont toujours sympathiques et qui sont, bon, bien sûr, des condensés de d'autres bouquins sortis en V2. Mais l'intelligence de faire quelque chose de thématique est la bienvenue. Et voilà, plutôt que d'avoir des bouquins différents sur la Britannie machin, là, non, c'est sur l'océan. C'est surtout ça. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc voilà, moi je lui donnerais un bon 6 sur 10. Ça pourrait être plus 7 sur 10 si c'était un truc que je pouvais utiliser tout le temps. Mais clairement, voilà, c'est quand même pas si mal. Et s'il sort je crois qu'il sort en français. Réfléchissez bien avant de l'acheter. Achetez peut-être le PDF, tout simplement, si vous voulez vraiment pas, si vous n'avez pas besoin de collectionnite et vous voulez juste le lire. En tout cas, voilà, encore une petite production de nos amis de Cubby Kill 7. Et sur ce, donc la prochaine vidéo que je ferai, ça va être, j'ai reçu aussi Winds of Magic en collector. Ça, je passerai plus de temps, je pense, à le décrire. Et ça sera la prochaine vidéo que je ferai. Donc il me reste qu'à vous souhaiter un excellent 15 août, et puis à la prochaine. Allez, salut!